dit, je vais essayer de te trouver un producteur. Tu vois, au départ, il est comme ça. Ouais, c'est ça. Mais très rapidement, il a eu envie de me produire et il s'est dit, je vais tester un peu la vie des gens. Et une semaine après, il me produit une date en solo au Réservoir. Et là, moi, j'ai jamais fait un truc en solo. Moi, le slam, c'est un truc collectif. Tu montes sur scène, tu fais un texte, après, c'est aux autres, etc. Et là, l'idée, c'était de faire pratiquement 1 heure, 3/4 d'heure, 1 heure, tout seul, a cappella. On était étonnés que la meuf du Réservoir, elle nous trouve une date Aussi vite. Elle dit, ouais, la semaine prochaine, j'ai un trou. Mercredi 7 septembre, j'ai une date. Donc, je suis chambé. Et on se rend compte que c'est un match décisif pour le mondial et qu'en fait, il y a France-Irlande ou je sais plus quoi. Et on se dit, ouais, il n'y aura personne. Et là, on appelle tout le monde, les potes. Après, il y a Diams qui vient. Je suis devant Rimka. Il y a Edouard Baird, Agnès Jaoui, Eric et Ramsey. Tout le monde vient. Ouais, toi, les proches viennent tous. Là, moi, je monte devant ça. A cappella, moi, avant de monter, je vais au bar, je me tue. J'ai rep pour lui. Et je lui dis, je vais te présenter. Lui, il s'attendait à une présentation. C'est la présentation la plus éclatée. Je monte, je suis en panique, je suis en sueur, j'ai un cuir. Je dis n'importe quoi. Je dis, voici Grand Corps Malade, il a un peu peur. Soyez bon avec lui. Une merde comme un truc. La sale présentation. Mec, lui, il est derrière le rideau. Et il fait ses 3/4 d'heure a cappella. Steady. Les gens se lèvent. Applaudissements de ouf. En fait, ça a été déterminant pour Jean Rachid parce qu'il s'est dit, bon, apparemment, ça plaît aux gens. C'était ça, hein, c'était aussi un peu pour tester la vie des gens. Il y avait des gens très différents. Il y avait un mec un peu d'édition musicale, il y avait des artistes, et tout le monde avait l'air de kiffer. Donc il s'est dit déjà, bon, ça me confirme dans l'idée qu'il y a un truc à faire, je vais le produire. Donc ça, c'est déjà à la sortie. Non, je sais pas où je vais. Hein. Je dis, je vais le produire. Je loue. J'ai jamais fait de production de ma vie. Je loue le studio de la Grande Armée. On va au studio de la Grande Armée avec lui et Petit Nico, qui était le compositeur. On s'enferme. Il fait son album. Il a fait le dîner Paris dernière. Ça, c'est l'autre avantage de cette première soirée, là, de ce premier show. C'est comme il y avait Eric et Ramsey, ils ont kiffé, ils viennent nous voir et ils disent, nous, la semaine prochaine, on fait le dîner d'Ardisson. C'est une émission sur le câble. Et bon, normalement, on a tous nos invités, mais je veux quand même t'inviter, tu viens à l'arrache au dessert. Donc il y a tout le monde, c'est un dîner, il y avait encore Diams, il y avait Clara Morgan, il y avait un footballeur, il y avait Elie Semoun et tout ça. Et nous on arrive, et il y avait Youssoupha, un parfaitement inconnu aussi, et en gros, Eric Ramsey, il faisait découvrir 2 artistes, Youssoupha et moi. On arrive, on fait des textes au moment du dessert, et là, Ardisson il kiffe, et il me dit, je vais te réinviter la semaine prochaine à Tout le monde en parle. Tout le monde en parle, l'antre de la promo. À l'époque, c'était du 4 millions de téléspectateurs. Tu avais gagné quand tu faisais Tout le monde en parle. Et moi, j'avais encore rien à vendre. On était en studio en train de démarrer à faire un album. Donc il a dit, invente un truc, trouve-toi une date, annonce une date pour prétexte d'être là. On en a annoncé le Réservoir encore. On a refait un Réservoir. Et moi, je suis chez Ardisson. Et là, je refais 2 textes. Même Bafi, il dit rien, il est comme un ouf. Franchement, ça marche hyper bien. Et du coup, pendant qu'on continue de faire l'album, comme on est passé chez Ardisson, et ben là, il y a plein de maisons de disques qui se renseignent et qui viennent à la porte du studio en disant, voilà, nous, on a envie de te signer. Quelques maisons de disques, mais je ne sais pas négocier. Il y a quelqu'un qui va négocier, bon, un avocat qui va négocier pour nous. Mais il y a surtout le déclic aussi, il y a Zetoun, qui était à une soirée en haut, une soirée d'Arthur, là. Hein, une soirée qui en fait, le studio, c'est au sous-sol du Palais des Congrès. Et un soir, il y a une grosse soirée au Palais des Congrès. Et là, l'histoire est marrante, c'est qu'il y a un mec, un gros producteur d'un artiste américain. Barry White. Il avait fait Barry White, il avait fait Billy Crawford après. Et moi, je suis au studio, je vais pisser, je croise un mec dans les couloirs, il me dit « Oh, je t'ai vu chez Ardisson, c'était incroyable, ma femme, elle a pleuré, c'est incroyable. » Et lui, il était là pour réserver des studios pour Billy Crawford. Il remonte à la soirée, parce que lui, à la base, il était à la soirée, il croise Zetoun, qui est un gros mec de maison de disques. Il dit à Zetoun, il faut que tu ailles voir en bas, il y a un rappeur. Et Zetoun dit non, mais je fais pas de rap. Moi. Il dit non, mais c'est pas vraiment un rappeur, il faut que tu ailles voir, va voir, c'est un truc de fou, je l'ai vu à la télé. Et Zetoun, il est saoulé, il a une soirée là-haut, tu vois. Donc il dit ok, il descend. Il avait déjà croisé Jean Rachid à l'époque. Par Faudel, par rapport à Faudel. Il faisait pique assiette dans les maisons de disques. Il piquait des... Parce que moi, j'étais avec Expression Directe et aussi avec Faudel. Mais il y avait un truc dans les maisons de disques à l'époque des CD. J'y allais avec Faudel ou Expression Directe. Quand je partais, je faisais le tour des bureaux, je prenais des CD, Zazie, Hallyday, il y avait tous les CD Calogero, et j'allais en bas chez le disquaire lui vendre. Donc je faisais à peu près 7 à 8 000 francs à l'époque je vais pas dire par jour, mais on le faisait une fois par mois, quoi. Ouais, par mois, on va dire. Et du coup, il connaissait plein de têtes en maison de disques. J'ai traîné, et Valérie Zetoun, que je connaissais par Faudel, il descend, il dit « Je veux rester que 2 titres ». Nous, on est super contents, c'est un chef de label.
On sentait que Et c'était solide. On se regarde, on dit on fait quoi? Vas-y, viens, on lui met celui-là et celui-là, 2 titres. Tac, il écoute les 2 titres et tout. il retire Et sa là, il est veste. très théâtral, Zetoun. Il écoute, il se lève, il retire sa veste et il dit allez, je vais écouter tout l'album. Et tac, parce qu'on était vraiment à la fin là, on avait tout enregistré. Et à la fin de l'album, il me regarde et il me dit tu veux quoi comme contrat? Et donc moi j'avais un peu appris les contrats. Bon, pas en artiste, surtout pas. Donc nous on reste indépendant, donc un contrat de licence. Je dis moi je cherche une licence. Et il m'a dit ok, et tu auras ton contrat de licence. Donc moi je cherche son ennemi, et il n'y a personne autour. Et on me dit son ennemi avec qui il s'est battu, avec qui il est en embrouille, c'est De Burtel, grand patron d'EMI, grand producteur. Donc il me rappelle le lendemain, je réponds pas, je le rappelle en fin de journée, je suis en panique, je dis je vais jouer au poker. Et il me dit t'as d'autres propositions? Je dis oui. Et il me dit qui? Et je lui dis De Burtel. Je sens un blanc au téléphone. Et il me dit moi je vais te faire une belle proposition. Ne va pas chez lui. Je dis ok. Donc il refait la proposition. La proposition elle est magnifique. Je change un peu des trucs bidons avec l'avocat pour dire mais super contrat. Et donc on se lance dans l'aventure, on rend l'album en janvier. On rend l'album, peut-être ça c'était en décembre, hein. Ça a été hyper vite. Hein. Moi, Smaïn, il m'arrête au mois d'août. Ouais, non, au mois de juin. Dépression de 2 mois, j'arrête, tu réfléchis. Août, ma rencontre avec lui. Septembre, showcase. Septembre, le petit showcase au Petit réservoir. showcase. Décembre, fin d'album. Octobre, on est déjà en studio. Décembre, on a fini l'album. Janvier, ouais, finir l'album. Mars, sortie de l'album, ça va hyper vite. Argent, avance moi, avance société, édition et tout. Avance de maison de disques, licence, producteur, éditeur. Il dit que des mots. T'as vu, il dit que des mots. Ouais. J'ai pas rêvé. Agent, argent, producteur, Non, mais donc, licence, voilà, je contrat, donne des thèmes. sortie, album, gaieté, joie, Joie, envie, heureux, demi. voilà. Et ça veut dire que votre rencontre, à un moment donné, quand même, 1 an plus tard, vous vous rencontrez, vous ne connaissez pas, et 1 an plus tard, vous avez un 8 mois projet. plus tard. 8 mois plus tard. Attends, on sort en mars, donc ça fait que septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. 8 mois plus tard, en avril, on est disque d'or. Parce qu'on a été disque d'or en 1 mois. Attends, c'est pas fini. Là, on sort l'album, on va sortir l'album. Il faut faire une grosse télé. Le grand journal. Le grand journal. On doit faire l'émission de Denis. On est comme des fous, comme il y avait une presse. C'est là où les fameuses planètes s'alignent. Deniso, il nous dit, à l'époque, les disques sortaient le lundi, maintenant c'est le vendredi. Lundi, le jour de la sortie de l'album, on a Deniso. Et Deniso, il nous tège. Le jour J, il dit, ouais, finalement, il y a un Américain qui vient, je vous prends pas, je vous prendrai mercredi. Ok, donc on était un peu dégoûtés, on se disait, est-ce qu'il va nous prendre? Et le mercredi, il nous prend. Et le mercredi, c'est qui l'invité principal? C'est Johnny Hallyday. Et genre, il annonce des trucs, donc il y a grosse audience. Et moi, je dois faire un live. Et moi, il est 20h. Tous ces joues-là. Hein. Tous ces joues-là. Il est 20h, c'est ma première grosse télé, parce que chez Ardisson, sur le câble, voilà, c'était... Mais là, tu es en direct. Surtout, Ardisson, c'est pas du direct. Là, c'est en direct, c'est le grand journal. Et il y avait une porte qui s'ouvrait à l'époque, tu vois. Donc là, je suis là avec une violoncelliste et mon petit Nico, mon pote, au piano. Je dois faire les voyages en train. Voilà, je me dessus de ouf. Je suis en direct à la télé sur Canal. Et là, la porte s'ouvre, tac, tac. Et là, en plus, il y a la table triangle. Et il y a 2 mecs qui se retournent. Et il y a Deniso et Johnny qui me regardent faire mon truc. Ouais, tu dis, voilà, c'est très bizarre ce qui m'arrive quand même. Parce que tu vois, quand t'as jamais fait de télé. Il vient des bars, lui, il vient d'un truc un peu plus underground. Tu sais, le slam, c'est un truc. Donc je fais mon morceau, ça se passe bien. Ça se passe bien, je me trompe pas, tu vois, je me pas dessus. Et après, je rejoins Johnny à la table. Johnny, il est à côté de moi à la table. Et à un moment, Deniso, il me lance, est-ce que t'as pas un autre texte ou quoi? Et là, je fais a cappella, ma tête, mon cœur et mes Et là, Johnny, il éclate de rire, il me check, il me dit il faut que tu m'écrives un titre. Voilà. Il m'écrivait un titre, il lui dit ça. Et là, moi, je suis dans la loge, on crie et je sens, là, c'est parti. Et là, je sais que les albums vont se vendre comme des petits pains. Ouais, c'était la télé. La télé, je me suis dit, oh non, j'étais hyper content. Je vis la première fois mon succès. C'est ton succès, mais c'est le mien. Tant que je suis heureux, voilà. Je me dis, et là, on attend les chiffres. Et là, ils montent au top. Et ça s'arrête plus. Et de ce premier album, on en vend 700 000. Ce qui est fou, quoi, tu vois, on est... Ouais, surtout qu'il n'y a pas de tube, il n'y a pas de Pas de refrain. tube, on passe pas en à la radio, mais des tournées. Et là, je gagne ma vie et je me dis, voilà, on lâche pas. Il y a le 2e album après, 3e, on continue. Puis l'aventure, elle a continué. Il y a l'ennui de la loge. On arrivait à 15h, il faisait ses balances. De 15 à 19h avant le spectacle, on fait rien. Donc, on a un jeu, les canulars. Regarde cette anecdote d'Édouard Leclerc, raconte-leur, elle est chambrée. On n'était même pas encore en tournée musicale, c'était
un gros festival de poésie, machin. C'est les magasins Leclerc qui financent tout le festival. Et là, on est en voiture et voilà, à 4-5 heures de route, on se fait yesh. Et quand il se fait yesh, l'oisiveté, mère de tous les vices, il décroche son téléphone, il appelle le festival. Et il se fait passer pour l'assistant d'Édouard Leclerc. Et il dit voilà, je suis l'assistant d'Édouard Leclerc, voilà, il y a quoi comme spectacle ce soir? Parce que le fils de Monsieur Leclerc voudrait aller au spectacle ce soir. Le programmateur, il dit bah il y a ça, et puis il y a le Grand Corps Malade. Ah tiens, le Grand Corps Malade, c'est bien. Réservez-moi tout le deuxième rang, parce que le fils d'Édouard Leclerc va y aller avec ses amis. Ah désolé, c'est à guichet fermé, il n'y a plus de place, on peut vous trouver une ou deux chaises, mais non, je crois que vous n'avez pas bien compris. Si vous voulez que M. Leclerc finance votre festival l'année prochaine, je veux tout le deuxième rang. Bon, ok, on va voir ce qu'on peut faire, tac, on raccroche. On oublie, nous, on fait d'autres canulars, on passe à autre chose. On oublie complètement, on arrive sur le festival et tout, et le soir, je rentre sur scène, bam, et j'avais oublié, je vois tout le deuxième rang vide. Déjà, quand tu vois des places vides, ça te vénère. Là, tu as tout le deuxième rang vide. On est des en fait, on est des gamins, en fait. On se fait des petits kiffs comme tout ça. Tout pour la blague. Tout pour la blague. Même faire un mec de l'hôtel, j'adore. Une fois, j'arrive, le mec de l'hôtel, je sais pas, il est à moitié endormi, on sonne, je dis la tête de ma mère, je le laisse pas dormir. Non, mais ça, c'est parce que t'avais la rage contre lui. On avait sonné pendant 30 minutes. Et lui, il dormait, on voyait ses yeux, tu vois, il dormait. Et donc, il a dit de ma mère, je lui fais passer une nuit blanche. Et alors qu'il est 2h du mat et tout. Il a dit, ouais, vous pouvez noter quelque chose que vous pourrez mettre sous la porte pour notre ingé son, là, qui est dans la chambre 12. Et je prends le journal. Et je lui lis le journal. Et lui, il voit, puis les KO, on il était lit. en Corse, on était à Bastia. Et là, je l'entends, je me dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? Et là, il y avait le journal posé sur le desk, là. Et je l'entends, il dit, vous pouvez me noter un mot pour lui? Alors, l'Assemblée constituante de Corse a décidé aujourd'hui de... Et là, je vois le mec qui note, et je vois l'article, il fait 2 pages, frère. Donc je dis, vas-y, moi, je vais aller me coucher. Et il l'a pas lâché, il a fait 2 pages. Il a noté, le mec. Des fois, on est dans une chambre d'hôtel et il appelle le veilleur de nuit et en se faisant passer pour les RG, alors voilà, vous avez quelqu'un d'important dans votre hôtel et tout, parce qu'à l'époque, on était avec un mec, il aimait bien la politique et il lui avait dit, c'est le fils de François Bayrou. Et c'était un régisseur, tu vois. Et il dit, voilà, il y a le fils de François Bayrou qui est dans la chambre 14 de votre hôtel. Je sais qu'il est en danger et il faut absolument que vous alliez le voir en lui demandant de se cacher dans le placard. Tu vois, des conneries comme ça. Et le mec, il arrive, il est 3h du mat, il tape à la porte, il dit, bonjour, excusez-moi, apparemment, il faut que vous vous cachiez dans le placard. Donc normalement, quand t'as fait ça, ça y est, t'as gagné, t'as fait le veilleur de nuit, il est venu, il t'a dit une dinguerie, cache-toi dans le placard, t'as gagné. Mais lui, il s'arrête jamais. Donc le veilleur de nuit, il revient, il le rappelle, oui, non, c'est très dangereux, là, faut vraiment aller lui dire de se cacher dans la baignoire. Tac, il revient, il dit, cachez-vous dans la baignoire. Normalement, t'as gagné. Et là, 3e appel, il lui redit un truc. Le veilleur de nuit, il flippe, il pète les plombs, il appelle la police. Donc à 4h du mat, ça tape à la porte, on gueulerie, ah, c'est le veilleur de nuit. Non, c'est 3 civils avec la police en disant voilà, c'est quoi ce bordel, qu'est-ce qui se passe? Nous, on est 12 dans la chambre. Donc voilà, l'oisiveté. Notre grand truc aussi, presse locale. Tu sais, quand tu arrives dans une salle, tu as souvent la presse régionale, le canard du coin, la radio du coin. Et on accepte des fois des interviews avant le concert. Et on a notre truc, tu vois, moi je suis en interview dans la loge, en tête-à-tête avec le journaliste et tout. Et là, Rachid, il arrive. J'arrive, je dis, tu fais quoi là? Il me dit, rien. Et je dis, tu peux aller chercher mon chargeur de portable, s'il te plaît? Et il me jette des clés de voiture. Ouais, des clés de voiture. Je dis, il est juste dans le coffre, juste derrière. Là, et j'ai la voiture, elle est un peu loin, là, à côté de la... Je suis en pleine interview. Pas grave, vas-y, t'en as pour... Tu vois, mais moi j'ai besoin de mon chargeur portable. Tu vois. Relou, Et là, tu vois la journaliste et tout. Non, et non, non. Et lui, il va au bout, il prend la béquille, je me lève, se lever, je boite encore plus que d'habitude, tu vois, Ah. je galère et tout. Et il dit, vas-y, dépêche-toi, parce que là, j'ai plus de chargeur, je dois passer des coups de fil. Et ça, mais on le fait mais tout le temps. Mais des fois, on filmait les réactions des journalistes, tu vois. Outré, tu me dis. Même tout le temps. Et on dit pas, là, puis on déconnecte jamais, tu vois, à la fin, tu vois. On dit pas, c'est une blague, tu vois, on va au bout du truc. Jamais te dire que c'est une blague. Aller au bout, comme ça, ils me prennent pour un ouf, j'en ai rien à... Les Grecs de Saint-Lazare, je les connais par cœur. On faisait quoi, notre technique? Je venais avec mon pote, tu peux nous mettre 3 sandwichs. Hop, il nous fait premier, deuxième, le temps qu'il fait le troisième, on prend les deux, on avait faim, tu vois. Tiens, une anecdote que t'aimes bien, c'est celle de Funky Family. On était très potes, je suis très pote avec le rat, Choa et tout. Et Choa, il avait pas d'oseille, ni nous. Et on a faim. Et je lui dis, il y a des poulets en bas de chez nous. On avait assez pour acheter une baguette. Le scénario, c'était ça. Choa, il passe en premier, il arrache le poulet. Moi, j'arrache le deuxième et on court. Donc, il arrive, Choa, et hop, la broche du poulet par terre. Le mec, il commence à faire tout le tour pour nous courser. Il lâche pas le poulet, j'arrive pas à enlever le deuxième. On court avec un poulet, on a A3 sur toute la rue Crimée. On cavale, Choa, il tombe, il pleut, il tombe, il éclate le poulet, il a de la boue le poulet. Il dit, lâche pas le poulet, lâche pas le poulet, lâche pas le poulet. Avec la dalle. On court, on se retrouve à la maison. Le mec loin derrière, ça y est et tout. On arrive, on monte. On dit, putain, le poulet, il a du sable, de la boue.
et on se met à laver le poulet. Tous les trois, on lave le poulet. Et petit sandwich, maillot, et avec un poulet éclaté, voilà. C'est que des anecdotes comme ça. Pour dire comme quoi c'était vraiment dur ce métier, déjà d'y arriver, d'aller sur Paris déjà. Parce que moi, de Mantes-la-Jolie, c'est très très loin en fait, Paris. Tu sais, lui, il est à Saint-Denis, mais bon, c'est la porte à côté. C'est quoi les grandes qualités, tu penses, qui ont fait ton succès finalement? Le culot, pas avoir peur, avoir des idées et des projets. Il y a un rapport humain aussi dans la manière avec laquelle vous avez construit toute cette équipe. On a voulu construire et créer cette ambiance de famille. On n'a jamais voulu avoir d'embrouille. Voilà, on s'est dit, viens, on a des projets, venons, on n'a pas peur. Venons, on s'attaque à la musique maintenant. Venons, on s'attaque au cinéma. On s'est mis au cinéma. Là, on s'attaque peut-être au théâtre. Tu vois, on a des projets. En fait, on se dit là, on a des projets, quand on en parlait tout à l'heure. C'est ouf, parce que là, j'en reviens. Ouais, ça, on le fait en 2024. Tu vois, on essaye d'avoir toujours 2-3 ans d'avance. Ça fait quoi? Vous avez peut-être 10 ans de tournée dans les pattes maintenant? 15. 15 ans de tournée, c'est Ouais, quoi? ça C'est fait votre 15 ans. 3e, 4e tournée? J'ai 7 albums, il y a un seul album où on n'a pas fait tourner parce que c'est un album collectif, ouais, c'est la 6e tournée. Ah, incroyable. 6e tournée, à chaque fois on fait entre 100 et 150 dates, donc ouais, on a fait beaucoup de dates. Mais pour revenir sur le côté humain, moi, voilà, il est là, c'est pas grave, je le dis quand même, j'ai vraiment de la chance, je pense vraiment qu'on a eu un rapport qui n'existe pas dans le métier. Nous, ça fait 15 ans qu'on bosse ensemble, on a été obligés, à cause des contrats de distributeurs de maisons de disques, à se lier contractuellement, mais pendant longtemps, on n'avait pas de contrat. Après, voilà, c'est du feeling, je l'ai bien senti, je suis parti avec lui, mais on n'a jamais eu de contrat. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui nous lie contractuellement. Il pourrait me mettre des bananes d'anthologie, demain je pourrais partir lui faire une carotte de ouf en disant ça, et demain je vais signer avec une énorme maison de disques et je t'oublie tout ce qu'on a fait ensemble, mais on n'est pas liés contractuellement. Moi j'ai une confiance absolue, tu vois. L'argent, c'est pas notre moteur. Il y en a, mais ça va pas être notre moteur. Le moteur, c'est plutôt les projets et de kiffer. Et avoir des aventures, que des aventures. Et il y a un truc qui est vachement satisfaisant pour moi, c'est le voir kiffer quand moi je kiffe. Ou, tu vois, c'est moi qui suis sur scène, c'est moi qui suis, c'est mon nom sur l'affiche, c'est moi qui fais les émissions de télé. Mais c'est incroyable, je crois qu'il n'y a personne dans le monde qui est aussi lié, c'est comme si c'était moi, tu vois ce que je veux dire? Lui, tout ce qui m'arrive, ou tout le succès, ou quelque chose qu'on va me dire, qui me donne de la reconnaissance, il reçoit exactement la même reconnaissance. Tu vois? Et ça, ce rapport-là, je crois qu'il est assez inédit, tu vois. Je sais pas si j'ai eu ce sentiment de vengeance, en fait. Tu vois, me dire, tous ceux qui m'ont fermé des portes, ou les cafés-théâtres, tout est revenu. Et de voir son succès, en fait, c'est moi. Lui, c'est moi, en fait, tu vois. J'ai fait énormément de choses parce qu'il a eu l'idée, vraiment. À l'époque, on n'avait pas de tourbus, on prenait le train. On a fait des heures et des heures de train ensemble. Et souvent, dans le train, je lui parlais de mon année de rééducation. Tu vois, je lui disais voilà, des anecdotes de ouf, et des trucs super drôles, des trucs super tristes. Et il me disait, mais ça, c'est un livre, en fait. Il m'a dit, ça, c'est un livre. Faut que tu écrives ça. Je lui ai dit, ah, de livres, toi, je suis pas écrivain, moi. J'écris des petits textes de 3 minutes, je suis pas écrivain. Il dit, mais si, tu es bien sûr que tu sais écrire. Bon, tu vois, c'est lui qui m'a poussé. J'ai écrit un livre qui s'appelle Patient, sorti en 2012, on l'a vendu à 500 000 exemplaires. Mais jamais j'aurais écrit un livre s'il m'avait pas dit écrire un livre, tu vois. Le livre, il sort, on reçoit des propositions, notamment Farougia et tout, qui dit, je voudrais adapter ton livre, même lui, c'était en téléfilm, tu vois, adaptation. Et lui, toujours un petit coup d'avance, au moment où on a signé avec notre éditeur de livres, dans le contrat, avec notre éditeur, il a sorti les droits d'adaptation cinéma. On ne savait pas qu'on allait faire un film. Franchement, il l'a pas fait en disant dans 2 ans on fait un film. Mais voilà, il l'a fait quand même. Il a sorti les droits d'adaptation. C'est-à-dire que si on veut l'adapter, on voit sourire de la réussite, sourire de mariage rebeu. Et là, du flair. Donc, et du coup, quand Farouja nous dit ça nous chauffe un peu, tu vois. On se dit, ouais, bah, bien sûr que non, on va pas signer avec Farouja. Grand respect à Farouja, c'est pas le problème. Mais on va pas donner le bébé à quelqu'un d'autre, c'est notre bébé. Si on l'adapte, on va l'adapter nous-mêmes, tu vois. Et donc là, moi je dis, ok, moi je vais écrire le scénario. Et lui, il me dit, non, réalise-le. Je dis, mais je suis pas réalisateur, je suis incapable, je connais rien au cinéma. Par contre, l'écriture d'un scénario, ça m'intéresse. Les dialogues, le rythme, tout ça, ça m'intéresse. Donc j'écris le scénario, etc. Et puis bon, après, voilà, il me dit, mais si, tu peux le réaliser. Alors comme je me sentais pas de le faire tout seul, là, avec Mehdi, Minos, qui faisait tous mes clips, qui avait jamais réalisé de long métrage, qui avait pas fait de fiction, mais au moins il avait ce truc-là de l'image, de la technique, voilà, on était très potes et je voyais qu'il fourmillait d'idées, tu vois, et c'était un gros créatif. On s'est dit, vas-y, on va se lancer dans la réalisation à 2. Mais c'est aussi, à chaque fois, c'est Jean Rachid qui nous pousse, tu vois.